Louvain, bonjour. Tu es traductrice, autrice de radio, autrice en littérature aussi, et tu fais de la performance. On peut dire que tu es donc un petit peu transgenre, en tout cas que tu travailles sur différents répertoires. Comment est-ce que tu fais? Ouais, non, c'est drôle parce qu'il y a aussi le terme en littérature de transfictionnel et c'est là qu'on me range, cette petite case. Moi j'aime bien les cases qui commencent par transcase. Alors, c'est arrivé un peu par hasard parce qu'à l'origine j'écrivais uniquement. Je me suis mis à traduire parce qu'une copine a monté sa collection et elle m'a demandé de traduire des bouquins. C'est une collection de Bitlit chez Brajlon. Donc la Bitlit, c'est une case qui n'est pas du tout transfictionnelle ni transgenre. Quoique, des fois, elle peut être transgenre. C'est la littérature de vampires, garous fantastiques urbaine pour adolescents plutôt. Et voilà, qui a gagné un très très fort large public par ailleurs adulte. Et donc j'ai lâché mon boulot salarié à ce moment-là parce que je me suis dit c'est chouette, ça va être une activité moins schizo. Parce que j'aimais bien mon boulot, mais c'était très difficile en fait de passer d'un état d'esprit à l'autre en fait. Et typiquement, je sais pas, quand on est dans des tableaux Excel, pour se mettre ensuite à créer, c'est pas du tout la même partie du cortex qui bosse, c'était très bizarre. Donc j'ai décidé de lâcher mon boulot et je faisais à un moment traduction et écriture. Et j'avais déjà commencé à faire un peu de performance, un peu par hasard, parce que je voulais absolument bosser avec Thomas Giry, ici à Bruxelles, un musicien. Trans tout aussi, en termes de musique. Et puis on a fait une lecture très mise en scène, mais un peu minimaliste à la filature quand ça existait à cette époque. Et voilà. Et là, c'est aussi de fil en aiguille. Une personne est venue voir cette performance-là, et en fait, moi, je m'étais arrangée pour être le plus cachée possible. Et c'était à moitié dans le noir. Thomas, on le voyait pas non plus. Enfin, c'était presque pas une performance tellement c'était dans le noir. Et cette personne m'a dit tu devrais faire une radio parce que là c'était dans le noir et moi j'ai même fermé les yeux pour pas voir les quelques infos qu'il y avait à savoir de la vidéo. Et je me suis dit ah ouais tiens pourquoi pas. Et je suis allée rencontrer donc Carmelo à la CSR et je lui ai dit coucou je vais faire de la radio. Et on a longuement parlé, je lui ai présenté le projet qui à la base était juste de faire une radio avec ce texte-là. Et puis finalement, à force, il a fini par m'expliquer juste ce qu'était selon eux faire de la radio, et à savoir c'était pas ça. Et donc donc j'ai proposé un autre projet, j'ai fait de la radio, donc j'ai commencé à faire de la radio. Et puis je considère que la radio, pour moi, j'y tiens beaucoup. C'est un médium qui me tient vraiment à cœur, qui m'a beaucoup appris, qui continue à m'apprendre beaucoup. Et je continue à estimer que c'est une activité marginale. Et dans le sens où je peux pas faire de name dropping sur les noms de la radio, par exemple. C'est assez drôle parce que à chaque fois que je me retrouve dans une ambiance radio, je suis totalement innocente des noms qui tombent. Et j'aime ça en fait. J'aime le fait de probablement jamais avoir un prix parce que je ferai probablement jamais un truc vraiment à la mode. Pour moi, c'est vraiment un lieu d'expérimentation, d'histoire, une façon de faire des histoires différemment. Et du coup, j'ai fait de la radio comme ça, un peu institutionnelle, avec des apports financiers des institutions, donc de façon relativement normale, on va dire, professionnelle, en payant les musiciens, tout ça, en me payant moi. Et puis, j'ai été vite frustrée en fait de ça, et je me suis mis à beaucoup produire seule en fait, à faire de l'auto-apprentissage de Reaper, un logiciel de montage, et puis de commencer à bidouiller moi-même, à faire des prises de son moi-même en extérieur, etc. Et en fait, très curieusement, sans être payée, je me suis sentie beaucoup plus libre de faire ce que j'avais envie d'expérimenter. C'était cool. Et puis là, je vais de nouveau être dans des projets plus institutionnels et ça me plaît trop aussi. Mais avec d'autres gens, pas tout ça. Et voilà, pour les performances, ça reste. À chaque fois qu'on me demande, et je me dis, ah tiens, pourquoi pas. Et c'est toujours des one-shots. C'est quelque chose de. Alors, c'est super parce qu'à chaque fois que j'expérimente. Et à la fois, les gens. C'est pareil, dès que je me trouve dans un univers de spectacle vivant, je suis totalement larguée, je connais personne. Les gens me parlent d'un tel ou une telle, et je suis totalement larguée.
et encore une fois, j'adore ça en fait. Je connais bien les gens que j'ai rencontrés et je les apprécie, mais j'ai très peu de... J'ai peut-être un peu peur, j'ai presque un peu peur de perdre cette innocence si je me professionnalisais. Et donc plein de gens m'ont donné des super chouettes conseils sur ce que je devrais faire ou pas, ou dans quelle direction je devrais aller, qui je devrais contacter. Et je crois que j'ai envie de garder ça, en fait, le fait d'être un peu l'extraterrestre dans ce domaine-là. Après, en littérature, c'est dans un sens un peu le même truc qui m'est arrivé, parce qu'en fait, dès le départ, dès que j'ai été publiée en fantastique et en science-fiction, et maintenant dans quelque chose qui s'appelle le transfictionnel. En fait, dès que quelque chose est un peu barré, un peu étrange, propose un pas de côté ou de travers par rapport à la réalité. C'est ce que les Américains appellent le weird. Et donc voilà, j'ai appris hyper récemment que j'étais... T'es weird en fait. Ouais, je suis pas queer, je suis weird. T'es weird. C'est encore mieux, quoi. Encore plus barré que queer. Et du coup, je fais de la weird fiction apparemment. Et ça me plaît bien. Et c'est un milieu en fait, et c'est arrivé par hasard parce que par ailleurs, je sais pas, j'ai écrit des tonnes de trucs qui sont pas publiés avant et encore maintenant. Moi, mais ça je peux y revenir. Mais et en fait, c'est un peu un hasard que je suis tombée dans ce milieu-là. Et c'est un milieu qui est chouette parce qu'il est effectivement aussi assez marginal par rapport à la littérature générale. Et c'est des gens qui sont assez solidaires, très drôles. Je me suis retrouvée par hasard à un moment dans une soirée à Paris où il y avait un peu les deux. Il y avait la littérature générale et je me suis vite aperçue, comme quoi je suis assez nulle en name dropping ici. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, mais j'ai rencontré cette femme, je ne savais pas que c'était elle, juste elle était là en train de fumer, et dans notre milieu de SF, quelqu'un est en train de fumer, on sort, on papote, normal quoi. Et elle m'a regardée genre, mais pourquoi tu me parles quoi? Mais tu es qui? Et du coup, ça m'a hyper choquée parce que tout le monde m'avait averti que le milieu littéraire à Paris pouvait être comme ça. Un truc de classe, ouais, c'est ça. En fait, ouais. Parce que ça, pardon, c'était à Paris, c'est pour. Ouais. Parce que peut-être ici c'est tout à fait différent. Là encore, je vais y revenir, je connais pas tant que ça. Je connais les gens de Maelstrom en littérature ici. Et j'ai fait une semaine de résidence super chouette à Passaporta où j'étais toute seule avec les hommes et femmes de ménage qui papotaient beaucoup dans le couloir et c'était très sympa. Mais du coup, sinon, je connais assez peu les gens ici. Bah, voilà, des gens très assez pointus. Mais non, en fait, je connais plein de monde en fait en littérature. Mais en tout cas, voilà, je suis pas allée dans des endroits un peu hype. Et à Paris, on m'avait dit ça, et en fait, dans le milieu de la science-fiction et du fantastique, les gens sont cool, quoi. Hein, tu peux parler, et c'est ça que j'adore, tu peux parler avec tes fans, tes fans, ouais, parce que c'est un milieu en fait qui s'auto-alimente comme dans c'est un peu le principe des conventions. Et en fait là j'étais à un festival super chouette organisé à Lyon qui s'appelle les Intergalactiques. Et juste tout ça mais c'est pas que eux, c'est mélangé, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment des gens qui me suivent depuis le début, qui sont devenus des amis parce qu'ils viennent à chaque fois. Et je suis pas du tout encombrée par leur présence comme pourraient me le laisser entendre des gens de la littérature générale que je suis allée voir en tant que fan. Et ils m'ont vraiment juste poussée sur le côté comme une poussière. Ouais. Et moi je comprends pas ça, je sais pas, j'arrive pas. Pour moi c'est hyper précieux ces gens pour qui tu écris et qui viennent te voir et qui te parlent de leur expérience. C'est un milieu où il y a vachement de blogueurs, je sais pas, c'est un milieu que j'aime bien, mais qui se considère à la marge et qui est très souvent mis à la marge. Moi j'ai pas d'avis sur la question, j'ai pas l'impression d'être moi particulièrement marginalisée. Je sais pas, quand j'étais gamine, j'ai toujours lu la science-fiction et la littérature générale. Il y avait Victor Hugo à côté de Tolkien et ça m'a jamais, j'ai jamais trop compris. Et en tout cas, du coup, comment ça se bidouille. Donc la traduction, pour moi, c'était un gagne-pain, mais ça m'a pas schizo. Et en fait, finalement, je suis très attachée à continuer cette activité parce qu'elle m'apprend énormément de choses sur la technique même du mot. C'est-à-dire comme écrire, c'est choisir constamment. Tu es constamment en train de juste faire des choix. C'est tes propres choix quand tu écris. Et quand tu traduis, en fait, c'est plus ou moins... tu t'arrives, je sais pas,
tu arrives mieux à comprendre ce qui se passe inconsciemment dans ton cerveau quand tu écris de façon consciente. Et ça me permet de... Donc c'est comme un exercice en fait pour toi. Et ça vraiment, ça comme un entraînement presque. Ouais. Et puis ça me permet, là, ces temps-ci, je traduis de plus en plus de choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc ça, parce que la Bitlit, je trouvais ça très chouette et c'était rigolo comme tout, mais voilà, après, c'est quand même des situations hétéronormées, des romances un peu extravagantes. Une notion de l'histoire, parce qu'il y a toujours des vampires qui existent depuis la Révolution française, et du coup il y a des choses totalement anachroniques, voilà, mais c'est amusant, et j'ai adoré le faire, et j'ai aucun mépris pour les gens ni qui l'écrivent ni qui le lisent, mais c'est pas mon truc. Et là je commence à traduire des choses qui sont plus ma cam, et c'est encore 10 000 fois mieux, parce que ça me permet de mieux sertir mon écriture, de mieux cerner ce que j'aime faire ou pas, et puis de rentrer dans la tête des camarades, quoi. De voir ce que les copains et les copines écrivent, comment ils fonctionnent, se mettre vraiment dans leur peau d'écrivain. Ça m'apprend beaucoup, et je suis très contente d'avoir ces deux activités. Je suis très contente d'avoir la radio, à la fois de la faire toute seule, et à la fois, voilà, autre écrivain, t'es tout seul. Et du coup, je me sens moins toute seule. Enfin, ok, je vais expliquer exactement l'inverse de ce que je viens de dire, parce que je crois qu'on n'est jamais vraiment tout seul en réalité. Et ça répond probablement à ta dernière question déjà, parce que du coup, par rapport aux gens dont il faut s'entourer, de la même façon que je trouve ça hyper important de rencontrer les gens pour qui on écrit quand on est auteur, mais et également, j'imagine, dans le spectacle vivant, c'est probablement la même chose pour les gens qui en font de façon intensive. Et on a aussi, on est toujours, on n'est jamais seul, quoi. On n'écrit jamais seul, on écrit parce qu'on a lu des choses, parce qu'on a vu des choses, parce qu'on a vécu des choses. Ça peut être la vie. Et pendant longtemps, j'aurais répondu à cette question, et j'ai répondu à cette question. Non, moi c'est pas les bouquins qui m'inspirent, c'est la vie, etc. Parce qu'en fait, j'en avais pas conscience. Et en réalité, c'est hyper frappant dès que... À partir du moment où j'ai commencé à lire des chroniques de mes écrits ou des critiques ou chroniques, et les gens citaient des bouquins, 1 sur 2 je les avais pas lus, et certains je les avais lus et c'était évident que c'était une influence pour moi. Évident. Mais j'aurais pas pu le dire, c'est quelqu'un d'autre qui a pu le dire. Donc on n'est jamais seul, et pour moi il faut s'entourer de... Je trouve que c'est important d'avoir une tribu de vivants et de morts qui nous font avancer, quelles que soient les disciplines. Et si c'est ta boulangère qui t'inspire, c'est ta boulangère. Il faut savoir s'entourer de personnes qui nous font avancer, quoi. C'est vraiment pour moi important, et leur donner, parce qu'à partir du moment où on donne, en fait, c'est un truc assez dingo, mais pas avoir peur, quoi, que son écriture reste généreuse. Pour moi, toujours penser à ce que tu peux apporter, parce qu'en faisant ça, tu t'élargis en tant qu'auteur, en tant que créateur. Et pour moi, c'est moi, hein. C'est comme ça, mais j'ai l'impression que plus je suis large, plus je vieillis, plus je m'élargis, et que c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est de m'élargir. Et c'est toujours ça qui m'a intéressé dans la fiction. Des nouveaux personnages, des nouvelles voix, des nouvelles situations fantasmées. C'est être plus large que moi-même, en fait, et c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, par rapport aux personnes, il y a aussi travailler avec d'autres gens. Donc ça, c'est quelque chose... Enfin, je tiens vraiment... J'ai découvert un peu sur le tard qu'on pouvait bosser à plusieurs. Je bosse en écriture beaucoup avec un écrivain français qui s'appelle Léon Henry, et on fait beaucoup de choses ensemble, et on s'apporte. Je crois que on s'apportera jusqu'à notre mort des trucs, voilà, j'espère en tout cas. C'est parce qu'on a à la fois une grande affinité d'univers et de valeurs, et puis sur des détails, des façons d'écrire très différentes qui se complètent. Des fois on se donne des contraintes, on arrive à des résultats étonnants de complicité alors qu'on n'avait pas prévu. Par exemple, on a écrit une histoire de fantôme qui se passe à l'ancien hosto vétérinaire, l'hôpital vétérinaire à Anderlecht. Et on se donnait des contraintes de motifs. Par exemple, à un moment, c'était le miroir. Et puis ensuite, on savait à peu près où notre trame allait nous porter. Et puis ensuite, on regardait nos copies. Et par exemple, il y avait toujours, sur cet épisode-là, par exemple, tu avais
moi, mon personnage entendait des pleurs et lui, son personnage pleurait parce qu'un chien était mort, etc. Donc en fait, c'était... Ça se répondait Ça se répondait, ouais, parce qu'en fait, les motifs... Et c'est ça l'humanité. Enfin là, il se trouve que je l'expérimente avec Léo. Mais c'est ça l'humanité, c'est qu'en fait, on a des vécus qui, grâce à la fiction, ça nous permet de lier tous ces vécus. Enfin, je trouve ça super. Et puis, en radio, voilà, on a bossé avec le collectif Monique à un moment, et puis en duo, trio et toutes les formes imaginables de configuration. Et ça m'a énormément apporté aussi. Et je crois, le conseil, vraiment, je crois que fondamentalement, j'ai l'impression de faire toujours le même boulot, mais d'être plus ou moins marginal dans certains milieux. Pour moi, c'est précieux de garder cette marginalité pour avoir une fraîcheur, mais c'est hyper précieux d'avoir une tribu plus ou moins lâche de gens avec lesquels avancer, ou reculer, faire du surplace, avec lesquels cheminer d'une façon ou d'une autre. Et quelle que soit cette personne, ces personnes, déjà, plus il y en a, mieux c'est hyper précieux, c'est ça qu'il faut trouver. Et du coup, dans la science-fiction française, il y a tous ces univers, toutes ces conventions, ces univers de fans, des gens qui sont autour, qui sont des sympathisants, qui sont ni écrivains ni forcément lecteurs, qui aiment bien parler de films et qui sont là, qui viennent se parler, être ouverts en fait à tous les gens qui se parlent déjà. Et ensuite essayer de travailler en collectif, c'est hyper précieux pour moi, faire des expériences. Ici, ensuite, concrètement, je sais qu'à Bruxelles, si vous écrivez de la SF, pour tous les gens qui écrivent de la SF et du fantastique, il ne faut vraiment pas hésiter à aller, même si vous n'êtes pas invité dans les salons, etc. C'est vraiment des lieux de rencontre. On va au bar et on papote, quoi, et tout le monde s'en foutra de savoir si tu es écrivain ou pas, ou blogueur, ou voilà, rien du tout dans la liste des choses qu'on peut faire dans le milieu. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à y aller. Ici, il y a des endroits très bienvenus pour lire des choses. Il y a tous les micros ouverts de Maelstrom. À chaque fois là, va y avoir leur festival. Moi, j'ai été publiée chez eux, en fait, en Belgique. Quand tu parlais d'éditeurs, les éditeurs belges, pour moi, c'est mon seul éditeur belge. Et donc, ils organisent des micros ouverts. Et puis ici, on est à l'Harmonium, rue Van der Kinderen, où régulièrement se réunissent les crépusculaires. Donc c'est des gens qui font des lectures. Catherine Pirlot, Julie Boite et Jonathan Boulanger. Et en fait, eux aussi, après, il y a des micros ouverts. Mais je crois que si on est plus dans le slam, il y a des micros ouverts slam. Et ça, dans mon expérience personnelle, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Voilà. Mais donc, oui, toi tu chemines pas mal dans toutes mes questions en fait. C'est ça, tu m'as tout dit, donc ça y est. Je te les ai toutes posées avant et du coup tu chemines toute seule. Mais justement, encore une petite question par rapport à l'édition. Comment est-ce que tu as fait pour être publiée en France ou en Belgique? Est-ce qu'il y a un choix qui a fait que tu as été publiée à la Volte en France ou chez Maelstrom en Belgique? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'arriver à l'édition ou pas? Ouais, l'édition c'est... en fait, Maelstrom c'est arrivé parce que je faisais partie d'un collectif d'écrits. Je trouvais l'idée sympa. Et à l'époque, c'était Isabelle Devrine qui les avait lancés. Et donc j'ai fait partie des premiers, du deuxième peut-être, je sais plus. Et puis j'ai rencontré Sandrine Emery, qui à ce moment-là était bénévole chez Maelstrom et qui avait publié aussi, qui est poétesse et qui avait publié un petit recueil de poésie très chouette. Et elle m'a dit, tiens, pour la journée de la femme, il y a un micro ouvert, viens. Donc j'y suis allée et puis je crois qu'on s'est mutuellement kiffé avec Maelstrom. Et moi j'avais vu Maelstrom me plaisait dans l'absolu, mais ça avait l'air compliqué qu'ils contactaient, ça avait l'air plutôt d'être un club de copains. Donc j'osais pas trop, parce que c'est toujours pénible de solliciter des gens. Et j'ai toujours écrit, mais j'ai essayé à un moment de solliciter des gens, puis j'ai arrêté parce que c'est tellement épuisant. Donc je continuais comme tout le monde bêtement à envoyer mes manuscrits et à recevoir des réponses négatives 2 jours après, signées par stagiaire@pol.fr. Nous avons lu votre... Non, pas possible, là, c'est en 2 jours. Et du coup, j'ai fait comme tout le monde, quoi. Et la Volte, et donc en France, mon premier éditeur, mon second, mais c'était un copain qui m'a édité il y a très longtemps, en 2001,
parce qu'il avait une collection, ce qui s'est arrêté. Et ensuite, ah oui, et j'ai répondu à des appels à texte d'une super maison d'édition, c'était autour début des années 2000, une super maison d'édition, découvreuse de talent dans le domaine du fantastique. C'est comme ça que c'est arrivé en fait. Et je trouvais les thèmes de leurs appels à texte toujours chouettes. Ils s'appelaient l'Oxymore, ils étaient basés à Montpellier, et ils ont mis la clé sous la porte pour des raisons de survie financière, pure et simple. Et eux, donc voilà, eux ils lisaient véritablement tous les textes. Donc ça aussi, c'est vraiment... alors tout le monde n'aime pas écrire du court, moi j'aime beaucoup écrire du court. Donc voilà, c'était pas frustrant pour moi, je me suis pas dit, c'était pas un pis-aller, c'était pas oh zut une nouvelle. J'adore lire des nouvelles, j'adore en écrire. Et du coup, hyper régulièrement, ils m'ont publié, ils m'ont pris des manuscrits. Et puis après, il y a eu un long moment où je bossais beaucoup dans mon boulot alimentaire. Et donc voilà, cette maison d'édition s'était arrêtée. Donc je continue à écrire, à engranger. Et c'est Léo Henry qui m'a retrouvée. Mais je répondais régulièrement aux appels à texte. C'est-à-dire que j'ai jamais cessé de faire ça. Et d'envoyer des manuscrits. Jamais cessé. C'est juste... Parfois, on me prenait un texte par-ci par-là, très rarement. Et parce qu'à un moment, il y a eu un creux aussi en France dans le domaine des... Et maintenant, ça revient. Il y a plein de petites publications très chouettes qui publient des recueils de nouvelles, des anthologies. C'est avec je sais pas si c'est l'impression numérique ou j'en sais rien. Mais ça pullule et c'est super chouette. Parce que ça, c'est vraiment des chouettes opportunités. Il y a des chouettes publications qui lancent des appels à texte de poèmes. Enfin, c'est vraiment... Ici en Belgique, j'étais publiée dans Papier Machine. En France, c'est pas l'équivalent, mais une de ces publications un petit peu belle publication artistique qui s'appelle Jeff Clack. Et du coup, ça, je crois vraiment que c'est toujours une opportunité. Voilà, et du coup, il y a eu Léo m'a retrouvé, il a dit mais c'est fou parce que mes éditeurs te connaissent pas, et c'est vraiment trop bizarre. Et du coup, il m'a vraiment, c'était volontariste, c'est lui qui m'a présenté aux gens et qui a dit il faut vraiment la publier, c'est vraiment super chouette. Et nous, on avait une affinité parce qu'il était publié aussi à l'Oxymore. Donc c'est finalement lui qui m'a tiré en fait. Mais après, peut-être, sa théorie, c'est que c'est pas ça. Sa théorie, c'est que c'est pas lui et que tôt ou tard, Dystopia aurait fini par me remarquer. C'est possible, je sais pas. Et La Volte, c'est des copains. Dystopia et La Volte, ils se connaissent bien. Et justement, parce que je vais aux signatures régulièrement à Paris, il y a une librairie qui est spécialisée qui s'appelle Scylla, une autre un peu moins spécialisée qui s'appelle Caribe. Et dans ces signatures, tout le monde se mélange. Et donc, j'ai parlé avec l'éditeur Mathias Echenet à ce moment-là que j'ai rencontré. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Je lui ai envoyé des manuscrits. Et puis une fois qu'on y est, c'est plus simple, effectivement. Parce que les gens, ils connaissent ta tête et ils savent qui t'es. Et du coup, au bout d'un moment, de fil en aiguille, t'as des bonnes petites critiques. Alors, du coup, les gens se disent « Ah oui, t'as eu une bonne critique ». En fait, c'est beaucoup de... C'est un mélange de chance et à la fois d'opiniâtreté. Il faut continuer à envoyer et tout. Moi, ça m'est pas arrivé d'être publié quand j'ai envoyé par la poste. Enfin, si, mes appels à texte, mais pas mes romans. Mais ça ne veut pas dire que ça... Enfin, j'ai plein d'exemples où ça se produit vraiment. Donc, il faut juste jamais cesser d'exister, quoi. Jamais cesser d'écrire, continuer. Et si on restait un peu toujours dans l'édition, parce que je pense aux séances de dédicaces ou aux rencontres auxquelles tu pourrais être invité dans des festivals, notamment dans des librairies. Il y a pas mal d'associations en ce moment qui sont en train de faire des chartes, et notamment la SCAM, la charte des prestations secondaires, pour que les autrices et les auteurs puissent être rémunérés à l'occasion justement de ces présences qui sont quand même des moments de travail. Comment toi tu te situes par rapport à ça ? Les dédicaces. Est-ce que ça te parle les rémunérations ? Est-ce que tu en as déjà touché pour des prestations secondaires de ce genre ? Ouais, déjà oui, là au Salon du Livre, j'ai été payée pour une table ronde. Les dédicaces, souvent j'ai l'impression que l'usage c'est plutôt non parce que c'est de la promotion. Et tout ce qui n'est pas promotionnel, donc à partir du moment où tu participes à une table ronde, etc., là souvent t'es payé. Mais il y a des gens qui ne le font pas, il y a des petits... Là, le festival où j'étais pas payée, mais je crois que c'est un festival qui bosse avec que des bénévoles. Donc ça me semblait logique de ne pas être payé.
parce que voilà, personne ne se paye. Après le salon du livre, tout le monde est payé, donc voilà, là il n'y a pas de raison, et donc j'ai été payée, mais moi je sais plus combien c'était pour une intervention, l'heure, combien c'était à la SCAM, je me souviens plus. Il faudrait que je retrouve dessus, 200 euros, je sais plus, ça dépend des... Et du coup, là voilà, j'ai été payée, je vais être payée aussi. Mais c'est autour de 100 euros, hein, je pense quand même. Ouais. Et je vais être payée aussi au salon à Montpellier, à la Comédie du Livre, mais ils m'ont pas dit combien. Mais... Et du coup, ouais, et j'essaie de me souvenir depuis que tu m'as posé tes questions. J'ai regardé une fois précisément un tarif à la SCAM et je l'ai donné, mais pourquoi ? Ah, donc ça t'a déjà servi, quoi. Oui, parce qu'il y a une publication qui est parue il y a 2 ans. Ouais, déjà. C'est ça. Et donc, moi, je l'ai sur mon un bureau, Daisy avec dans un coin. Après, c'est en ligne aussi, hein, sur le site. Okay. Mais du coup, je l'ai regardé et je sais plus pourquoi. Je sais vraiment plus pourquoi. Parce qu'il y a effectivement du doctoring, mais c'était pas ça. Est-ce que vous aviez un tarif aussi pour l'écriture, genre de site web ou de contenu qui n'est pas littéraire? Il y a de la rédaction de... C'était pour ça. C'est pour tout ce qui est prestation secondaire, en fait. Eh bien oui, du coup, j'ai déjà donné ce tarif pour ça. Ouais. Et est-ce que toi, par exemple... Et pour les ateliers aussi. Les ateliers d'écriture, parce que par ailleurs, j'en fais de temps en temps. Pareil, à la demande, là, je vais en faire pour... Ah, ça y est, leur acronyme m'échappe. L'ARC, c'est possible? L'ARC? Ça y est, je me souviens pas. J'ai des problèmes avec les acronymes. Je vois pas. Ce sont des ateliers organisés en Wallonie. Bref. Oh zut, je crois que c'est l'ARC. C'est comme je suis dyslexique, j'ai du mal avec juste les acronymes parce que ça veut rien dire. Du coup, je peux me raccrocher à aucune branche, c'est que des lettres. Du coup, on mettra sur Bella bientôt l'information de ces ateliers d'écriture donnés par toi, Louane. Mais ouais, du coup, j'en donne de temps en temps quand on me demande. Mais c'est pas, j'adore le faire, mais ça me pompe énormément parce que je le fais pas régulièrement, donc à chaque fois, je dois recréer quelque chose. Mais en même temps, ça te permet aussi de continuer à faire ton métier d'autrice à côté de tes activités de traductrice qui sont quand même ton gagne-pain. Puis t'as le statut d'artiste ou pas? Ben non. Non. Ça t'intéresserait genre d'avoir le statut d'artiste? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Ouais, bien sûr. On m'a dit d'office que ce serait pas possible parce que les créateurs, tout ce qui était créé, c'est que l'interprétation qui rentre en ligne de compte. Du coup, la création, moi comme je fais que créer, c'est un peu un problème. C'est un travail d'artiste aussi pourtant. Ouais, mais c'est nul. Hein. Moi, je trouve ça vraiment stupide. Ouais, non, je trouve au moins que quelque chose existe comme la GESA, quoi. Je trouve ça super. La GESA, c'est vraiment pas mal. Parce que tu vois, quand je te posais la question de savoir de qu'est-ce qui manque, par exemple. Non, mais ce qu'il y a, c'est que ça va très bien, je me suis arrangée, en fait. Là, je suis indépendante, parce que c'est un statut hyper tranquille, personne ne vient fouiner. Parce que, voilà, après, j'avoue que ça m'arrange. Le statut d'artiste, ça a l'air infernal dans un sens qui, moi, me plairait pas, en fait. Je déteste être surveillée, je déteste rendre des comptes, je déteste les chiffres. Et du coup, pour moi, c'est l'horreur, en fait, le statut d'artiste, c'est un peu l'horreur pour moi. C'est faire des dossiers et du coup, indépendant, je perds de l'argent, je me rends compte. Hein, mais pour l'instant, ça va. J'en ai assez, donc ça va. Et effectivement, la GSA, c'est super, parce que par ailleurs, j'ai mon statut d'indépendant, mais il faut que je cotise pour ma retraite à côté, etc. Donc, c'est vrai, mais je crois que la GSA, c'est le meilleur, à ma connaissance, c'est la meilleure caisse pour les auteurs. C'est le meilleur système pour les auteurs. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de vraiment mieux. Hein. Ça peut, je ne dis pas que c'est super bien, la GSA. Je dis juste qu'à ma connaissance, il n'y a rien qui soit mieux. Mais peut-être que s'il y a autre chose, il faut me dire le pays. Et puis je vais terminer par une question donc, que tu connais déjà et qui est la suivante. Si tu pouvais aller boire un verre avec quelqu'un, alors soit quelqu'un qui est vivant, soit quelqu'un qui n'est pas vivant, soit quelqu'un qui est imaginaire, ça peut être n'importe qui, ce serait qui? C'est vrai, j'avais oublié. T'as vu comment j'ai essayé de t'embrouiller à répondre à toutes tes questions en même temps? J'ai vu comment t'as fait. Ouais, puis je me suis dit, avec un peu de chance, ça va l'embrouiller, elle va oublier cette question. Pas du tout. Ah, zut. Ouais, comme je te disais, je fais partie de ces gens qui sont foutus de connaître leur couleur préférée, leur groupe préféré et leur film préféré. Et du coup, j'ai du mal à répondre à cette question. Mais
à la fois, ce qui me plairait beaucoup, c'est de rencontrer un dinosaure. Mhm. Voilà, si ça peut être Un grand, un petit, n'importe lequel, juste. un qui vole, un qui est sur la terre. Non, les ptérodactyles, ça m'effraie vraiment beaucoup. Non, un gentil. diplodocus, quoi. Ok. Un gros machin, herbivore. Ouais. Voilà. Ça me plairait trop. Je suis pas sûre qu'on converserait beaucoup, mais... Mhm. Ok. Bah, je te remercie beaucoup, Louane. Bah, merci. Merci, Bella. Et merci, Bella. Attends.